Meir Waknin, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci Boker d'être Tov. venu. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur d'une agence publicitaire ici en Israël, mais vous êtes également érudit. Et c'est à ce titre, on va dire que vous êtes ici dans ce studio en cette veille de Shabbat, de la parashat Vaishlar, une paracha toujours passionnante, comme on va dire la plupart des parachutes du Sefer, du livre de Bereshit, avec beaucoup d'histoires, beaucoup de leçons à tirer. Alors quel est l'enseignement que vous vouliez nous livrer dans le cadre de cette paracha ? Alors, ce que je voudrais essayer d'abord, c'est de faire une petite introduction, si tu me permets. C'est que pour comprendre ce qui se passe dans Vaishlar, il faut comprendre ce qui se passe dans Toldot. Oui. Il y a deux parachiotes. C'est-à-dire, en fait, pour comprendre la rencontre entre Esav et Yaakov, il faut comprendre ce qui s'est passé au moment où il y a eu la bracha ratée et pas ratée. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il faut comprendre qui c'est Esav et qui c'est Yaakov. On a une tendance à croire qu'il y a un genre de... Comme je viens des pays arabes, je viens du Maroc, donc je vais parler un peu en arabe, le mektoub. Oui. Le mektoub, ça veut dire comme prédes. Le destin, c'est-à-dire, on va dire... Prédestination. Oui, c'est-à-dire... Voilà. Et ça n'existe pas chez nous. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir, mais on voit le contraire dans la Torah. C'est-à-dire qu'on voit qu'en fait, que Yitzhak a voulu bénir Esav. Attendez, on parle d'Yitzhak Avinu, qu'on ne nous raconte pas des histoires. Yitzhak Avinu, c'était Yitzhak Avinu. Hein, c'est pas n'importe qui. Il savait très bien qui c'est Esav. Il savait très bien que c'était Yaakov. Donc, Yitzhak a voulu volontairement bénir Esav. Et pas Yaakov, faut le dire. Et pas Yaakov. On a tendance à croire qu'il a voulu donner des brachot spirituels à Yaakov. Faux. Il a voulu bénir Esav des deux. Selon Rivka s'est mêlé. En fait, pour dire ça de façon plus... puisque j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais dire ça de façon très abrégée. En fait, Esav représente le côté matériel de ce monde. Perfection du matériel. Et Yaakov représente le côté spirituel de ce monde. En fait, Yitzhak a voulu un homme matériel qui développe une histoire d'un peuple qui deviendra Goy Gadol, comme les brachot de son père Abraham. Un État. Mais dans la matérialité, on va dire. Dans la matérialité, un État. Abraham a reçu la bénédiction d'être Goy Gadol, pas d'être une synagogue. Parce que être une synagogue, ça peut amener à l'église. Il faut dire les choses clairement. Alors là, je ne vous suis plus déjà tellement. Et ça veut dire qu'en fait, si un peuple se cloître que théologiquement, alors ce n'est pas un peuple, c'est une religion. Mais nous ne sommes pas une religion, nous sommes une nation qui a un État. On est un État, pas une religion. Qui a une religion. C'est différent, ça. C'est vrai, effectivement. Alors, donc c'est ça qu'Yitzhak a voulu que quelqu'un de capable, ishsadé, comment on dirait ça. Ça veut dire quelqu'un qui soit suffisamment, on va dire, terre à terre pour pouvoir gérer quelque chose, pour pouvoir gérer les destins, les destins nationaux de l'État, du peuple juif. Voilà. Une bracha pour les nations. Maintenant, Yaakov était quelqu'un qui était apeuré. C'est-à-dire qu'il était, je dis volontairement des termes d'aujourd'hui. Il était au kollel. Yitzhak n'a pas dit que c'est pas bien. Mais il a dit, OK, je ne peux pas travailler avec toi. Je dois travailler avec Esav. Et toi, tu vas intérioriser, donner... Alors, je commence un peu à comprendre. Parce que... Ça, c'est l'Agdama de Vaishlar, ce qui se passe après. Alors là, maintenant, on revient aujourd'hui dans la paracha de cette semaine, de cette nouvelle rencontre. D'accord. Et là, on voit que finalement, celui que vous accusiez d'être Yoshev Ohalim, Yoshev Ohalim, c'est-à-dire dans le Kollel, à étudier la Torah chez Shem Be'ever, eh bien, finalement... il a su pas mal se débrouiller sur le plan matériel. Tout à fait. C'est pour cela que beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi Yaakov a fait tout pour rencontrer Esav. Tu reviens de chez Lavan, vas-y à Hebron. Qu'est-ce que tu lui envoies des messagers ? Il faut lire sérieusement les textes. Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais très bien qu'il te haït. Qu'est-ce que tu fais ? En fait, et là je veux faire un parallèle avec l'Occident et Israël. En fait, Yaakov a voulu cette confrontation. Sinon on ne comprend pas. Il a voulu. En fait, et là j'amène un commentaire du Esav, c'est la représentation aujourd'hui dans notre époque de l'Occident. De l'Occident. En fait, j'amène un commentaire de beaucoup de Mekoubali, mais que Manitou a su dire ça en français exact. En fait, il y a le Esav d'en haut, le Esav d'en bas, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov, ayant accepté la proposition de sa mère de s'occuper de ce monde matériel et du monde spirituel en même temps, donc, il doit se confronter à Esav, au monde matériel et spirituel de Esav. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov doit se confronter, on va le dire aujourd'hui en des termes modernes, avec la philosophie
et la technologie de l'Occident, puisque Esav, c'est Édom. Il y a même des Mekoubalim qui disent que Esav, c'est Jésus. Esav, c'est Édom. C'est Rome. C'est l'Occident. Donc, il doit se confronter à la mentalité technologique qui est positive et philosophique qui est des fois positive de Esav et rentrer la moralité dans la philosophie et dans le monde technologique de Esav. C'est ça la confrontation entre Yaakov et l'ange de Esav. L'ange, c'est pas quelqu'un avec des ailes. L'ange, c'est le côté spirituel de Esav. Alors, en fait, vous êtes en train de me dire que si dans la paracha de Toldot, Yaakov avait l'aspect spirituel et défendait avait brandi l'étendard spirituel, tandis que Esav avait brandi, on va dire, l'étendard matériel. Là, dans cette confrontation que l'on retrouve aujourd'hui au début de la paracha, c'est exactement le contraire. Tout à fait. C'est-à-dire que Yaakov a compris, après 20 ans de stage, je dirais, chez le chef de la mafia sicilienne, Lavan, un grand stage de comment confronter les problèmes économiques avec un truand et rester moral. Donc Yaakov a réussi à faire un trait d'union entre le matériel et le spirituel et à vouloir rentrer de la spiritualité dans le monde philosophique qui est énorme de Esav. J'amènerai qu'un petit midrash qui, quand Esav disait à Yitzhak, papa, est-ce qu'on peut faire le maaser du sel? Qu'est-ce qu'il veut nous dire les sages? Comme ça dit le midrash. Il se prenait pour un grand sadique. Mais non, il voulait montrer qu'il était... mais c'est pas ça. En fait, c'est-à-dire que Esav a une très grande force intellectuelle. On le voit aujourd'hui dans l'Occident. La philosophie occidentale, c'est extraordinaire, et les poètes français extraordinaires, les écrivains européens, anglais, américains extraordinaires, la technologie extraordinaire. C'est pas nous la technologie. On croit que le high-tech, c'est une invention israélienne. Mais non, c'est Esav. Mais nous, on sait rentrer la moralité dans cette pratique. Et c'est ça la confrontation entre les anges. Maintenant, je voudrais dire un autre point qui est très important, si tu me permets. Mais qui est le personnage qui va réussir cette confrontation de tous les enfants de Yaakov? C'est Yosef. Et pourquoi? Et là, je vais amener un commentaire de Rabbi Yaakov Abersera, un des grands géants du judaïsme marocain, qui a un livre qui s'appelle Pituchei Chotam, et qui dit une chose extraordinaire. Vaishtach Yaakov Malachim Lefanav. Le début, le premier passage. C'est quoi Lefanav? S'il a envoyé des messagers à Esav, c'est sûr que c'est avant lui. Lefanav, c'est pas derrière. Mazel Lefanav, c'est en plus. Alors, il dit que Lefanav, il s'agit de le devant d'un homme. C'est quoi le devant d'un homme? Habrit, Shelo. Le devant d'un homme, physiquement parlé, le brit. Et Yosef, c'est le brit. C'est-à-dire que Yosef, c'est la personne qui a la force de sanctifier les choses les plus matérielles de ce monde. C'est pas pour rien qu'il a voulu aller en Égypte. Et ça, c'est Yosef, si vous voulez, il a peut-être pas voulu aller en Égypte lui-même, mais quelque part, c'est vrai que Yosef, quand on le voit, et on va le voir à partir de la semaine prochaine, Yosef, c'est véritablement aussi ce chilou, cette association, cette conjugaison entre le maintien, on va dire la préservation de l'identité juive, de l'aspect spirituel d'Israël et le matériel en tant que roi d'Égypte. C'est ce que dit Rabbi Yaakov Abersera, Lefanav. Et ça s'appelle dans le monde de la Kabbale Brit. Ça veut dire Brit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, nous on ne croit pas que Brit Mila dans cet endroit. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui est le plus, je dirais entre guillemets, bestial qui puisse exister, mais c'est l'endroit qui donne la vie le plus qui peut exister. Donc Yosef, si vous voulez, c'est le miroir de Esav dans le positif. C'est Yosef. Donc Lefanav. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parasha de Toldot que quand Yosef est né, Yaakov il a été décampé. Et pourquoi que quand Yosef est né? Ça veut dire que Yosef, et si je veux faire aujourd'hui un parallélisme, c'est le sionisme d'aujourd'hui. C'est Yosef. Mashiach, ce qui est appelé par les Mekoubalim. Mashiach ben Yosef. Voilà. Par le Talmud aussi, dans Maseret Souka, Mashiach ben Yosef. Ça veut dire quoi, Mashiach ben Yosef? On nous a dit 2000 ans qu'il n'y avait qu'un David Ameller. Tout d'un coup, on nous dit qu'il y en a un autre. On a oublié. Mais justement, c'est ça le problème qu'on a dans les confrontations aujourd'hui, élections et compagnie. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui va réussir à rentrer la moralité dans le matériel et pas au Beth Midrash. Et c'est ça, Vaishlar, c'est ça la force. Et c'est pour cela que quand Yaakov Avinu, dans cette paracha, est arrivé en Eretz Israël, Vayavo Yaakov Shalem, Vaiken Chelkat Asadeh, il a acheté tout d'un coup un terrain. Il n'a pas construit une synagogue. Alors, puisqu'on parle de cette confrontation aujourd'hui entre Esav et Yaakov, on voit que malgré tout, Esav est vaincu par Yaakov, mais il arrive tout de même à
a blessé Yaakov. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est très très important parce que justement, Yaakov a été boiteux, kaf yerech Yaakov, c'est-à-dire la hanche, guide anaché, mais en fait, il faut comprendre ça aussi, pas que matériellement, même spirituellement. C'est-à-dire qu'en fait, les Mekoubalim disent que le hamouké yerechaïr, le Kliyakar, un des grands maîtres de Prague au XVIIIe siècle, qui était grand maître de Prague, il dit hamouké yerechaïr dans Shirachirim, yerech. Le Yerer, dans le monde judaïque, c'est le sod de la Torah. Ça s'appelle Yerer. Hamouké, c'est caché. Litramek, comme on dit en français. Litramek, je ne sais plus comment on dit en français. Je en français, moi. Soustraire, on va dire. Voilà. Alors, Hamouké, Yerer, Chayir, c'est pourquoi ? Parce que le côté sod de la Torah, c'est le côté qui arrive, qui s'occupe de sanctifier les choses les plus négatives du monde, entre guillemets négatives, Ruth, etc., Moab. C'est le sod de la Torah. Et Esav a compris que Yaakov, ça ne dérange pas Esav que Yaakov soit un talmudiste, qu'il soit au Beth Midrash. Ça le dérange qu'il soit dans les sodos de la Torah, c'est-à-dire qu'il arrive à faire, à sanctifier le matériel. Lui, il n'arrive pas à Esav, mais il sait qu'il n'y a aucune chance qu'avec le sod qu'on peut sanctifier. On ne peut pas sanctifier autrement. Eh bien, Meir Oaknid, c'était particulièrement intéressant de dialoguer sur ce sujet avec vous, donc à l'occasion de la paracha de cette semaine, de parachat Vaïshlach. Merci beaucoup d'être venu dans ce studio et Shabbat Shalom. Merci Daniel, Shabbat Shalom.